Je suis très heureux d'être ici pour vous parler d'un truc vraiment chouette, les nombres p-adiques. Puis je me suis rendu compte que dans mon petit courriel que j'ai écrit, c'était pas trop clair. Ben genre oui, c'est clair que ça parle de nombres p-adiques, mais comme Hensel, faut un peu savoir c'est qui. Fait que je vais un peu faire un petit historique des nombres p-adiques. En gros, c'est un concept qui a été découvert justement par Kurt Hensel, je sais plus trop en quelle année, entre la fin du 18 puis le début... Non, la fin du 19e puis le début du 20e siècle. Puis son idée, c'était d'amener les méthodes de série formelle en théorie des nombres. Par exemple, genre, la formule de Taylor, tous ces trucs-là, avoir des méthodes analogues en théorie des nombres. Fait qu'il a trouvé cette bidule-là, c'est quand même cool. Puis, comme la semaine passée, justement, il y a des ponts entre la topologie puis l'algèbre. Ben maintenant, ça va être des ponts entre l'analyse puis l'algèbre, justement par ces nombres-là. On va tout voir ça vers la fin, comment ça va se matérialiser, mais plein de belles matières. Fait que on va commencer là-dessus. Premièrement, on va faire un petit rappel parce que la dernière fois qu'on m'a demandé de le faire, moi, j'étais un peu perdu. C'est de la multiplication comme au primaire. Fait que là, on va commencer par genre 29. Oups, regarde, même là, ça commence là. Ouais, 29 fois, mettons que... on va prendre quelque chose de plus simple. 12. Fait que là, le petit truc, c'est comme tu commences, puis là, on peut l'écrire en large, puis comme factoriser ça par comme un produit de 2 fois 10 plus 3, blablabla. Puis on montre que ça marche pour de vrai, ce que nos profs nous ont dit, c'est vraiment chouette. Fait que là, on commence, 2 fois 3, 6, 2 fois 2, 4, plus, on met un 0 là, on recommence. 3, 2, 6, 4, 5, 6... 4, 5, 6, 7. 7 et 2. Si quelqu'un vérifie avec sa calculatrice, ça devrait être ça. Fait que, on commence par ça, puis c'est pas tout ce qu'on a besoin pour un bon bout. Là. Fait que là, on va se... Avec notre bagage, comme on vient de rentrer au primaire, là, on est Frévéril, au primaire au pays des merveilles, hein, parce que c'est pas exactement la même chose qu'ici. Comme le système d'éducation est un peu différent, toute l'équipe, mais aussi leurs nombres sont vraiment fuckés. En particulier, comme nous autres, dans le pire des cas, mettons qu'on prend un nombre réel au hasard, là, il y aurait comme des décimales, blablabla. Là, un nombre fini de décimales avant la virgule, une virgule, puis là, un nombre infini de décimales après la virgule. Fait que là, on prend cette idée-là, puis comme on le vire à l'envers. Oh, ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, ça, c'est grand. Plus ton nombre est vers la gauche, plus que c'est grand. Plus qu'il est vers la droite, plus que c'est petit. Fait que là, on le vire à l'envers, puis on garde les mêmes idées. Fait que là, on imagine que nos nombres, il y aurait une infinité de nombres à droite, une virgule, puis à gauche, ouais. Une infinité de nombres à gauche, une virgule, puis un nombre fini de nombres à droite. Ça serait un peu ce qu'on va essayer de manipuler. Puis là, ben, on va voir que ça change pas mal plein d'affaires. En gros, il y a plein de nombres qu'on n'avait pas avant, que maintenant on a. Par exemple, on va essayer de trouver genre un moins 1 à quelque part. Fait que si on se trouve, si on prend 1, par exemple, là on y rajoute comme des zéros avant, une infinité de zéros. On aimerait ça trouver un nombre tel que, quand on l'additionne, ça donne 0. Bon, en gros, on essaie de trouver une inverse pour l'addition. Fait que là, le truc vraiment cool, c'est si tu prends 9, 9, 9 à l'infini, puis qu'on additionne, fait que là tu fais 1 plus 9, ça fait 0, 1, 0, puis là, t'as le reste qui se propage à l'infini. Ben, on est capable de trouver un bidule qui ressemble à moins 1. Sans avoir de moins, fait que ça c'est pas mal cool. Puis, ça rappelle un peu, pour ceux qui se connaissent en informatique, comme ça serait le complément à 10 de 1, je pense, ou à moins sur moins 1. Parce que c'est une manière de soustraire quand tu aurais un nombre fini de nombres possibles. Fait déjà là, comme on n'a même pas besoin d'un moins 1, puis nos espèces d'entiers, là, si on enlève tout ce qui est après la virgule, contiennent
comme des nombres négatifs. Fait que, avec ça, c'est bien. Fait que, on commence par ça. On sait déjà qu'on a un moins 1 qui est comme un paquet de 9 à l'infini. Là, on pourrait considérer d'autres nombres comme en base 3. Fait que, prenons comme 1 en base 3, qui est, ben, sans surprise, c'est 1. L'addition non là, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 à l'infini en base 3, qui est comme l'équivalent de 9, 9, 9, 9, 9 en base 10. Là. 2, 2, 2, tac, tac. Là, on se rend compte que ben, ça va donner 0, 0, 0, 0, 0. Et ainsi de suite. Là. Ouais. Fait qu'en gros, on sait qu'un nombre sous la forme P-1 en base P, pour n'importe quel nombre P, ça va s'additionner dans nos nombres spéciaux. Avec 1, ça va donner 0. OK. Donc là, après ça, je sais où est-ce qu'on est rendu dans notre parcours scolaire. Ouais, on va essayer de les décortiquer un peu, ces nombres-là, pour ça donner plus de substance pour le reste de la conférence. Si on prend certains nombres là, qu'on pourrait appeler A3, A2, A1, puis là, il est à l'infini. Puis là, pour l'instant, considérons juste des nombres qu'on appelle entiers, là, genre qui n'ont pas de virgule à la fin. Ben, on peut l'écrire, mettons qu'en base P, ça serait comme A0 plus A1 fois P. Ouais, ok, je suis mal passé. Écrire à l'envers, c'est un peu. A3 fois P à la 3, comme mettons qu'en base 10. Plus A2 P à la 2, sans surprise. 0. Avec une petite propriété intéressante, là, c'est vraiment trivial. Là. Tu prends mode P à la 3, tout ce qui est en avant s'annule parce que c'est un multiple de P à la 3, puis il reste juste ça. Après ça. Fait que quand tu prends, mettons que tu choisis un indice, tu prends mode P à cet indice-là plus 1, il va te rester juste le nombre que tu veux. Puis aussi, on a que cette représentation-là, dans nos nombres, en choisissant des coefficients AI entre 0 puis P-1, il y a toujours une manière de faire ça uniquement. Parce que tu prends n'importe quel nombre, tu le coupes, puis après ça, tu regardes ce qui reste, puis tu peux toujours répartir pour avoir juste des coefficients ici comme plus petits que P, puis positifs. Comme on peut le faire avec les en base 10, comme on le connaît. Fait que je pense que ça parle un peu de ça. Ah oui, puis aussi, une petite remarque intéressante. Ça, il y a plus d'entiers là-dedans qu'il y a dans nos entiers normaux. Ça, on a la puissance du continu. Parce qu'en gros, on pourrait exprimer chaque nombre comme ça, comme le produit, mais un nombre infini dénombrable de fois. Puis ben comme ça, c'est pas infini dénombrable, parce qu'on pourrait prendre un nombre, c'est un peu comme l'argument diagonal de Cantor. Ouais, ben c'est ça, c'est exactement l'argument diagonal. Puis là, tu peux comme en choisir toujours un qui reste, puis qui sera pas là-dedans. Bien, fait que là, je pense qu'on est rendu au secondaire. Ça va vite. Ouais, fait que là, on va se pencher sur, par exemple, est-ce qu'on peut trouver un inverse multiplicatif à certains nombres, ou est-ce que racine de 2, par exemple, ça existe, ou i? Ben, pour ce faire, on va considérer une équation algébrique. Là. Enfin, je sais pas c'est quoi mon exemple que je vais donner. Ouais, fait que là, pour ça, quand on se trouve une méthode un peu plus efficace, le lemme de Hensel. Là, ça, comme ça va nous aider dans notre parcours secondaire. C'est avec ça que, aux 5 années au Pays des Merveilles, on va être cool.
Fait que là, ce que ça dit en gros, c'est soit on peut trouver, si on a un polynôme dans nos nombres bizarres qu'on va appeler ZP, le Z indice P, là, ce serait les nombres p-adiques. Fait que par exemple, avec 1 plus 2, 2, 2, 2, 2, ben comme 2, 2, 2, 2, 2, ça serait moins 1 dans Z3. Comme les nombres 3-adiques. Donc, si on prend un polynôme dans ces nombres-là, puis un nombre en base, non, pas un nombre en base, un nombre dans les entiers modulo P, puis on est capable d'en trouver un comme ça qui annule le polynôme modulo P, puis que sa dérivée du polynôme est non nulle. Ça, je vais revenir pourquoi, là. Comme ça a rapport avec la preuve. Ben, ça veut dire qu'il existe dans nos nombres bizarres une solution à ce polynôme-là. Puis, comme on l'a vu avec notre décortication des nombres, avoir une solution dans nos nombres, ça revient juste à prendre notre gros nombre, le couper pour chaque décimale, puis considérer ça mode P plus 1, pour juste avoir comme une infinité de solutions mode, non, pas toutes les entiers, parce qu'en appliquant le théorème des restes chinois, on peut factoriser chaque entier en un produit. Puis... Fait qu'en gros, ça montre quelque chose de vraiment cool à propos des nombres p-adiques, c'est que il y a un côté analytique, on va le voir plus tard, mais aussi le côté algébrique vraiment cool, c'est qu'un nombre p-adique, ça peut représenter une infinité de solutions d'équations modulaires. Non, je recommence. Un paquet de solutions à une infinité d'équations modulaires. Fait que, par exemple, on va appliquer ce théorème-là. Puis là, la preuve, comme ça se base un peu sur... il y a quand même un petit truc cool là-dedans. Ça se base sur la méthode de Newton pour trouver le prochain coefficient. Parce qu'avec cette relation-là, le fait qu'on prend un entier quelconque, on fait juste tout enlever les décimales, par exemple, qui sont multipliées par un P, on se retrouve juste avec, comme nous autres en bas 10, qui est entre 0 et 9, ben entre 0 et P moins 1. Fait que plus tu grossis ton nombre, c'est intuitif, là, ça garde constant le dernier coefficient, puis, comme tu le grossis vers l'avant un peu. En gardant en tête que plus tu grossis, ben en fait ça rapetisse ton nombre. Tu rajoutes des décimales, mais ces décimales-là représentent des changements de plus en plus petits. Puis là, dans la preuve, justement, pourquoi on a besoin de la dérivée nulle, c'est que pour voyager de coefficient en coefficient, on fait juste faire la méthode de Newton. Fait que c'est quand même cool, mais quand on fait la preuve, ça marche. Ouais, fait que... Ben, par exemple, si on considère le polynôme... C'est quoi mon exemple? Ouais, on va considérer un exemple un peu funky. On se met dans Z10, là, pour voir ce qui va se passer. Puis on considère le polynôme ça, x2 moins x. Ce qui représente un peu l'équation x carré est égal à x. En gros, on essaie de trouver des idempotents dans Z10. On peut voir à quoi ça ressemble. On fait un petit tour des lieux. Puis là, ben, on peut trouver un mode 10, une solution assez triviale, là, 0 et 1, ça marche. Fait que ça veut dire, oui. Si tu as envie d'être non Z10, tu peux faire rien. Ah ouais, ben c'est comme ça donne juste que c'est pas un corps. Hein, parce que. Non, mais Ansel, genre, je vais racheter, ça fonctionne. Ben, ça fait que ça je vais en parler, j'arrive à ça, mais comme ça se factorise comme Z2 produit avec Z5. Là. Ça, j'arrive là. Mais quand même, non, pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que là, si on applique le lemme de Ansel là-dessus, avec 0 et 1, on remarque que ben, 0 mode P, ça donne 0, puis ça marche là-dedans, puis la dérivée de ça est nulle. 2x moins 1. Non, c'est ça, c'est pas équivalent à 0, fait que ça marche. Après ça, on prend 1, c'est une solution aussi. La dérivée de ce polynôme-là en 1, c'est pas nul non plus. Mais après ça, on remarque que mode 10, il y a deux autres nombres un peu bizarres. Genre 5 et 6. Là. Par exemple, si on prend 5 à la 2, 25, ouais. Après ça, qui est équivalent à 5 mode 10. Là. Puis avec 6, ben, cette fois-ci 36, mode 10, ça fait 6. Fait qu'il y a deux autres solutions. Fait que le lemme nous dirait qu'il existe... ouais, j'ai oublié un petit peu.
ce machin-là, il est unique aussi. Hein? Fait que là, il existerait une solution unique pour 0, qui commence par 0, ça serait 0. Une solution unique qui commence par 1, ben ça serait 1 plein de 0. Comme ça, il existerait une solution unique qui commence par 5, puis une qui commence par 6. Fait que là, on va essayer de trouver celle qui commence par 5, là, voir à quoi ça ressemble. Fait que, appelons-la E5. Puis là, ça finit, ça ressemble à quelque chose comme ça. Puis là, il y a des trucs qu'on ne connaît pas, puis un 5 après. Fait que là, on va regarder toutes les possibilités de la prochaine décimale. Ben, c'est pas une décimale parce que c'est pas en base 10, mais comme comment faire, qu'on pourrait avoir. Fait que pour que notre nombre marche, il faut qu'il respecte ces conditions-là. Autrement dit, que quand on regarde la décimale d'avant, ça soit juste comme un multiple de 5 qu'on ajoute. Fait que là, on peut regarder comme. Fait que là, 5, 15. Ouais, mon Dieu. Je vais regarder le temps qu'il me reste. Au lieu de partir mon chrono, c'est pratique. Okay. Fait que là, on va s'arrêter à 25, on va voir pourquoi. Puis là, on bloque tous ces nombres-là dans la dérivée. Puis on se rend compte que le seul... non, pas dans la dérivée, je m'excuse. Dans le polynôme, on se rend compte que le seul ici qui s'annule modulo 10, hein, parce qu'on est rendu 5 au carré, comme l'équation ici. On cherche A1, nous autres. Fait que ça serait... faut trouver le polynôme qui s'annule en mode P à la 2. Non, 25 plutôt, hein. Puis là, on se rend compte que c'est lui. On peut le calculer avec la calculatrice, toute la kit. Après ça, on continue même, la même méthode. On peut trouver... Puis là, on finit par y arriver 6, 2, 5. Puis là, je skip un peu de détails, là. Mais bon, c'est juste du calcul. Puis après ça, on peut multiplier ce nombre-là par lui-même pour vraiment vérifier que ça donne 6, 2, 5. Puis là, comme, quand on le fait, il va y avoir plein comme de cochonneries avant, mais comme les 3 derniers chiffres, ça va être 6, 2, 5. Mais comme si on coupe nos nombres, puis on augmente la précision à chaque fois, on se rend compte qu'en coupant toujours un plus loin, on garde tout, ça reste comme idem potent. Fait que ça qui est particulier avec ces nombres-là, c'est comme... faut comme se garder c'est comme si tu avais une notion de précision qu'il faut prendre en compte. Puis après ça, on fait la même procédure, puis il y en aura une autre, E6, qu'on appelle, qui finit en 6. Puis là, ça serait... là, lui, j'ai juste calculé 2, je sais pas pourquoi. Ça finirait par 7-6, par la même démarche. Ouais, c'est vrai? Juste dans ton théorème, quand tu dis f de n égale 0, n, c'est-tu le coefficient? Ouais, c'est le coefficient de... mon Dieu Seigneur, non, c'est tout ce qu'il y a après, comme quand tu coupes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait 25, ouais. C'est ça, c'était contradictoire avec ce que j'ai écrit au début, mais ouais, c'est comme si tu coupes tout ce qu'il y a avant, puis tu gardes juste la fin. Puis après ça, si on regarde ces deux nombres-là, qu'on peut le faire, on les multiplie ensemble, on se rend compte que ça donne 0. Fait que là, on peut le faire, ça donne 0. Puis là, ça, c'est pas mal bizarre parce que c'est pas supposé arriver dans ce qu'on appelle un quart. T'es pas supposé avoir comme... un quart, c'est supposé être avant... c'est supposé avoir pas de diviseur de 0. Ben, voici un diviseur de 0. Les deux sont non nuls. Fait que ça indique qu'il y a quelque chose de bizarre à propos de ça. Puis là, aussi, si on remarque que... si on les additionne, ça donne 1. Un autre truc de bise. Fait que là, on soupçonne quelque chose, que ça serait comme... En fait, Z10, ça serait isomorphe à Z2 croix Z5. Puis ça, pour le voir, c'est que... Quand on prend Z5 en base... quand on prend Z5, on peut le voir un peu comme une suite de nombres qui grossissent. Toute l'équipe dans Z10. Après ça, si on considère cette suite de nombres-là dans... juste pour pas me tromper, sinon ça va être n'importe quoi. Dans Z5, quoi. 5 plutôt. On dirait que... On sait que notre nombre finit par un 5. Fait on va avoir un sens des zéros ici parce que notre 5 là, ça sera pas une unité, comme ça va être dans les dizaines. Puis là, ça va être 1 parce que en base 5 c'est 10. Ben, c'est 1, 0.
La façon on continue de même, on va avoir d'autres nombres, un 0 encore, selon le même principe. Fait qu'on se rend compte que selon une notion qu'on va voir plus tard, ça converge vers 0 quand on est dans les entiers 5 adiques. Tout ça, ça va devenir plus clair plus tard. Puis si on fait le même processus dans Z2, on se rend compte que ça c'est impair, fait qu'il va toujours rester un 1 à la fin. Fait que ça va converger sur une notion qu'on va voir plus tard vers 1. Fait qu'il y aurait une bijection qui associe un nombre M dans Z10 vers C fois 5 puis fois puis ça, c'est l'élément de Z2 puis de Z5. Puis là, vous pouvez vérifier que c'est une bijection, tout marche. Puis en gros, je sais pas, je vais avoir le temps d'en parler, mais comme ça se base au fond sur le lemme des restes chinois, là, parce que tout ça peut s'écrire comme une espèce de produit des entiers en bas, des entiers modulo P pour puissance de P. Bon. OK. Checker là, ok. Fait que là, on sait déjà que quand c'est pas premier, il se passe des trucs bizarres. Fait que gardons ça jusqu'à maintenant. Les entiers P-adiques, ça va être pour P premier. Ouais, fait que là, continuons notre petit paysage. On sait que des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent. Fait que là, on va regarder... Ouais, c'est ça. On va regarder... Encore, on va revenir un peu sur notre résultat de tantôt, là, le fameux moins 1. Ben, moins 1, par exemple, dans Z5, on se rend compte que ça satisfait toutes les conditions de l'équation f de I égale x plus 1 est égal à 0, que ça pas de dérivée nulle part, puis tout marche. Fait que en plus ça nous confirme qu'il existe. Après ça, on peut même corser un peu les choses. On est dans des entiers qui sont de manière infinie, puis on essaie de voir si dans nos entiers magiques, il y aurait racine de 2. Fait que là, considérons-le pour si on varier les nombres premiers, Z7. Fait que là, on pourrait se prendre un polynôme, qui fait de x à 2 moins 2 est égal à 0. Puis après ça, on prend cette dérivée. Non. C'est trop bien mal. 2x, ouais, c'est dx, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on regarde les solutions. On essaie de voir si on peut trouver des entiers modulo P qui satisfont ça. Puis on se remarque qu'avec 3, ça marche parce que. Ouais, modulo 7, ouais, c'est ça. 3 fois 3, ça donne ça. Ah oui, non, c'est ça. C'est 3 au carré, c'est 9. Modulo 7, c'est 2. Moins 2, 0. Fait que. On sait qu'il existe une solution qui finit par 3. Puis après ça, on se met un petit programme, puis tout le kit, on le calcule, c'est bien cool. Puis on sait qu'en fait, ça finit par 2, 1, 3. Puis là, quand on le met au carré, ça va donner 2. Écrit sous la forme de 0, 0, 0, 2. Fait que... c'est pas mal ça, on vient de finir un peu le secondaire, là, avec une espèce de conclusion un peu bizarre. Là, que genre, on a des entiers. Il y a... Ah ouais, non, je vais parler d'une autre chose, on va aller encore plus fou. Là. On va prendre des nombres complexes. Genre. Fait que là, il existe des premiers pour lesquels on peut trouver que I est dans ces entiers-là. Ouais. Par exemple, en Z5, là, on a que je l'avais calculé, mais comme mon programme ne marchait pas à moitié, mais ce lemme-là nous dit que ça existe. Par exemple, on prend le polynôme. C'est d'être plus proche. X est égal à x à 2 plus 1. Puis là, sa dérivée, mais 2. Non.
Puis après ça, on peut trouver une solution là-dedans mode 5. Par exemple, si on prend 4 fois 4, 16, plus 1... Ouais. Si on prend 4, tout ça s'annule. Dérivée non nulle. Tout le monde heureux. Fait qu'on dirait que I, le nombre complexe, serait dans Z5. Puis là, il y a un résultat qui dit que c'est vrai à chaque fois que P est équivalent à 1 modulo 4. Mais ça, comme pour le prouver, c'est plus chiant. Fait que... ouais. En fait, je sais pas, je me suis chié. En fait, ça finirait par 2. Comme. Ouais, je pense plus ça. Hein. Je vais chuchoter. Ça finit par 2, comme le même argument. Là, mais faire des maths hein, dans sa tête en avant, là, c'est pas ma meilleure idée. Fait que bref, ça finit plutôt par 2, ça existe. Puis là, on plug 2 là-dedans, toutes les conditions fonctionnent. Excusez-moi, c'est mon erreur. Fait que là, on a vraiment fini. Ça a passé proche. On a vraiment fini le secondaire. Là. Puis là, dans nos nombres, on sait que pour certains entiers, il y a des nombres complexes dedans. Il y a des racines. Il y a une racine de 2. On a des inverses, puis on a des nombres négatifs. Fait que, on va essayer d'aller voir plus profondément c'est quoi ces nombres-là, d'étudier leur construction. Fait que là, on passe au truc plus gros. Là. Fait que là, je sais pas, on skip le cégep, l'université. On va faire un peu d'analyse. Fait que, on voit la première définition des nombres périodiques, la définition analytique. Donc là, on commence avec l'idée qu'on avait tantôt que plus nos nombres sont, nos décimales sont vers la gauche, plus ils sont petits. Fait que, faudrait essayer de se trouver une manière de mesurer comme un nombre qui associe sa taille. En gros, on essaie de trouver une valeur absolue qui exprimerait le comportement qu'on veut. Fait que là, mettons qu'on prend un nombre entier, le Z. Puis après ça, on se rappelle qu'on est toujours dans les entiers p-adiques. Là, on va se mettre un petit p caché dans le coin. Puis, ce qu'on voudrait, c'est regarder combien de fois c'est quoi la décimale de ce nombre-là qu'on considère en base P un peu. Fait qu'on pourrait l'exprimer sous la forme de... comment? X est égal à P à la N fois A, où est-ce que A, ce sera un autre entier, puis que ça divise plus ça, pour une certaine puissance de N. Puis là, comme le plus grand N possible, on va appeler ça la valuation p-adique de X. Puis là, ici, ça va nous donner N. Fait que ça va un peu comme pour 10 en 10 adiques, même si c'est pas premier, whatever, on l'ignore, là. Ça marche pareil. Ça serait 1, parce que 10, c'est 10 à 1. Fait que ça... On a déjà comme une manière d'aller extraire comme la position un peu d'un nombre en base P. Mais là, ce qu'on voudrait, c'est que nos nombres rapetissent quand cette position-là est grande. Fait que là, on pourrait tout simplement prendre... Ah oui, puis là, il faut faire attention quand on définit 0 comme étant comme infini, parce que 0, c'est comme... Genre, il faut une infinité de nombres avant de tomber sur comme un multiple de P. Ouais, me semble de même. Puis après ça, on prend la valeur absolue p-adique d'un nombre. On fait juste définir 1 fois ce nombre-là. Puis en gros, ça a le comportement désiré. Quand le multiple de p grandit, ça diminue. Après ça, puis n, c'est l'évaluation de x. On va peut-être l'écrire. De x. Après ça, on peut étendre cette définition-là au nombre rationnel. En juste remarquant que si on a y, un nombre rationnel, on pourrait juste l'exprimer comme une puissance. Ouais. Puissance de m fois un autre nombre
rationnels, tels que ça divise pas ça, et ça divise pas ça. Fait qu'en gros, on a enlevé tous les multiples de P, on les a mis en avant. Puis là, ça serait le même principe, là, l'évaluation p-adique de ce nombre-là, ça serait M. Puis on refait le même processus. Puis après ça, pour obtenir les entiers p-adiques de manière analytique, ce qu'on fait, c'est que c'est pas doté de cette valeur absolue-là. On définit QP. Fait que là, théoriquement, on est supposé tout savoir ça, là, que, disons, comment on construit les nombres réels à partir des rationnels, ben, c'est en prenant l'ensemble des suites de Cauchy de rationnels. Puis avec ça, on va être capable d'aller chercher tous les nombres réels. Fait qu'on fait un peu la même affaire, mais à la place, on va faire l'ensemble des suites de Cauchy de rationnels, puis une suite de Cauchy étant définie selon notre propre valeur absolue, pour aller chercher toutes les nombres p-adiques. Fait que, justement, on va faire ça. Fait que là, pour commencer, un petit rappel. Suite. Suite de Cauchy. Fait que, mettons qu'on se prend une suite xn. Puis. Une suite à terme rationnel. On dit que cette suite-là est de Cauchy si... Non, je t'en ai oublié mon cours d'analyse 1. Pour tout epsilon réel, non nul, blablabla, il existe un entier naturel tel que pour tout m plus grand que m plus grand égal whatever que notre grand M, comme ça. Mais à la place de la valeur absolue normale, c'est notre valeur absolue p-adique. Fait qu'en gros, une série converge, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que plus qu'on avance dans notre suite, plus les premiers termes restent pareils. Comme. Parce que ça désigne un peu la distance qu'il y a. Pour qu'on ait que ça soit petit, il faut que les premiers termes soient égaux. Mais ça, la seule variation, ce soit dans les grandes puissances de P. Fait que 1 sur ces grandes puissances de P-là va être petit. Puis après ça, on considère aussi comme toutes les... genre... Ça, c'est juste une formalité, là, n, là, qui est comme l'anneau engendré par toutes les déclinaisons de la suite nulle. Puis, on définit, ça c'est juste, ouais, QP comme étant, notons, là, comme C de Q, là, qui est l'ensemble des suites de Cauchy avec notre valeur absolue sur Q. C de Q quotienté par les suites nulles. Fait qu'en gros, on veut juste qu'une suite de Cauchy, ça soit nul quand sa différence soit là-dedans. Fait qu'autrement, quand sa différence soit une suite qui soit équivalente à la suite nulle. Fait qu'en gros, c'est comme la définition qu'on a vue. Ouais, on va se donner un petit exemple. Puis là, il se passe des affaires pas mal cool. Là. Ah ouais, avant, je vais peut-être dire une couple de trucs. Genre deux propriétés qui vont être importantes pour nous. À propos de... Je sais pas si je devrais le laisser. Ouais, non. Tout le monde sait quoi une suite de Cauchy. Bon, première propriété intéressante, là, qui est un peu triviale. Si la valeur absolue p-adique d'un nombre, c'est 0, ça entraîne que ce nombre-là, c'est 0. Ça voudrait dire qu'il y a une infinité de 0 en gros, c'est ça. Puis la deuxième propriété, comme j'en skip une, là, que c'est juste c'est multiplicatif, là. Ça se distribue sa multiplication. Fait que la troisième propriété, c'est là que c'est intéressant. Ça montre que cette valeur absolue-là, puis là on peut le vérifier, là, puis toute la guide. Cette valeur absolue-là, c'est une valeur absolue qu'on appelle non archimédienne, parce qu'elle respecte l'inégalité triangulaire non archimédienne, qui est une version un peu plus forte de l'inégalité triangulaire. C'est que si on mesure un peu... comme la taille d'une somme de deux nombres, ça va toujours être plus petit que le maximum entre la taille de chacun. Ça va être important dans cette affaire, qu'il y a de l'analyse là-dedans, ça va être bien cool. Il y a plein de trucs compliqués qui vont s'annuler. En gros, on peut le voir un peu intuitivement. Quand on ajoute
c'est comme si notre définition d'addition était restée la même que pour nos nombres semblables, mais on l'a juste viré à l'envers. Fait que quand tu additionnes, tu propages comme des grands nombres vers la gauche, mais on a défini que la gauche, c'était les nombres plus petits. Fait qu'en additionnant, tu vas juste ramasser ce qui est gros. Hein. Ça continue d'aller vers la gauche, puis ça lapetisse. Ouais, fait qu'on va faire un exemple. Par exemple, considérons, mettons qu'on prend n'importe quel, on prend une suite là, qui est Sn, comme une somme partielle de A0, P à la... Ouais, qu'est-ce que je fais? N, Pn, où A, N, grand ou égal à 0, plus petit que P. Puis ça, ce qui est cool, c'est que ça converge dans notre espace. Par exemple, ben, si on... Ouais. Tu utilises le même indice de sommation que tu as en haut. Ah ouais, c'est moi qui ai capable. Merci. Exactement. Ouais, c'est des erreurs de même. Excusez-moi. Habituellement, ça devrait marcher. Ouais. Attends, on va mettre AL là, pour tout L. Attends. OK. Fait que là, on va montrer que ça, c'est une suite de Cauchy. C'est pas vraiment dur. Si on considère soit epsilon plus grand que 0. Fait que là, par analyse 1, on sait que il existe un grand N tel que 1 sur P à la N, c'est plus petit qu'epsilon. Après ça, on prend M plus grand que N, plus grand ou égal à notre grand N. On considère Sm moins Sn, qui est égal à... C'est comme si, ce suite-là, on enlève tous les termes de Sn. Ce serait de M moins 1 de K est égal à N A K P K. Puis après ça, si on prend la valeur absolue périodique de ça par la propriété 3, on a que c'est plus petit ou égal au maximum des de AK P K, ouais, PK P pour K, excusez-moi, M plus petit ou égal à K plus petit que M. Puis là, on se rend compte que le maximum de ça, ça va être plus petit ou égal à 1 sur P à la N. Parce que comme c'est le plus petit entier, ça fait que la puissance est la plus grande. Puis vu qu'on a choisi ce coefficient-là en bas de P, ben déjà, comme on a que ça se divise pas. Puis voilà, puis ça, vu que ça, c'est plus grand que ça, ben tout marche, 1 sur P à la N, plus petit qu'epsilon. Fait que yeah, c'est une suite de Cauchy. Fait qu'en gros, n'importe quel nombre exprimé comme ça, puis magie, ça ressemble un peu comme on avait choisi nos nombres péadiques avec notre définition comme de suite de décimales, ben ça convergerait vers un nombre, une certaine suite de Cauchy selon notre norme. Puis là aussi, on peut montrer des trucs cool, dans le sens que, je sais plus où est-ce que j'avais écrit, mais c'est vraiment cool. Ouais. Ça tend vers 0. Je sais pas si vous voyez, mais comme c'est le même argument que tantôt. Après ça, il y en a un autre aussi que mais 1 sur Q à la M pour Q différent de P, ça tend pas vers 0. Comme je pense pas que ça converge parce que si tu... en fait, ça converge pas. Parce que si tu checkes l'évaluation péadique de ce nombre, pas l'évaluation, la valeur absolue péadique de ce nombre-là, ça va donner 1 pour n'importe quel nombre premier qui est différent de Q. Parce que comme ça divise pas, deux nombres premiers se divisent pas l'un l'autre. Fait que ça marche pas pour toutes les epsilon. Puis là, il se passe des affaires pas mal bizarres. Je pense que ça fait un peu le tour de
et puis aussi, comme, une fois qu'on a ça, pour compléter le truc, on peut étendre notre valeur absolue péadique sur les nombres péadiques en soi, là, en faisant... on peut prouver que chaque nombre péadique peut s'écrire comme un produit, comme j'avais écrit là, que x est égal à comme p à la n fois genre u là, dans les entiers. On peut faire la même procédure dans les nombres péadiques. En gros, ça vient comme factoriser par 10 dans les nombres en base 10. Puis pour la plus grande puissance de 10 qu'on peut. Puis avec ça, on étend notre valeur absolue qu'on a définie là sur notre ensemble de suites de Cauchy. Ah oui, en définissant comme puis là, il faudrait dire que la valeur absolue péadique d'une suite, c'est comme la limite de la valeur absolue péadique de ces termes. Mais bref, c'est des détails. Donc ça, les entiers péadiques, ce qu'on travaillait tantôt, ça serait juste Q, mais dans lequel on a que chaque nombre péadique est plus petit que 1. En gros, ça, ce que ça veut dire, c'est que le nombre comme de diviseurs, la plus grande puissance de P qu'on peut diviser d'un nombre serait positive. Quand ça va être négatif, ça va être justement qu'il y aura des termes à la virgule, là, que ça va être des puissances, ça va être des fractions de P. Et voilà, fait que je pense qu'on peut passer à l'autre construction algébrique, là, pis ça c'est pas le coup. Là. Fait que c'est que je commence. Fait que, ouais. Considérons puis là, je prends une petite gorgée d'eau puis regarder l'heure. Oh mon Dieu, il me reste pas beaucoup de temps. On va commencer à quelle heure? Tu peux continuer. Ok. Ouais. Fait que là, bon, là, il y aura pas mal de technicalité, mais pour un petit truc, on va considérer. Okay. On va l'écrire, là, Z sur P. Ouais, ok, je vais l'écrire mieux. Z sur P. Z, ça c'est un anneau. Puis, en gros, je me sers un petit truc. Chaque anneau, en fait, c'est un A module sur lui-même. Chaque anneau A, c'est un A module sur lui-même. Ça veut rien dire, mais c'est juste que j'ai travaillé plus sur les modules. Fait que je peux dire plus de trucs sans me chier sur les modules que sur les anneaux. Fait que voilà. Petit avertissement était rendu. Fait que là, on va considérer une affaire, essayer de faire ça simple, qui s'appelle un système projectif. Là, en gros, c'est comme une généralisation de l'inclusion. Hein. Mettons qu'on a une... Ouais, ok. C'est bien trop compliqué que ça. Ok. Fait que là, prenons notre premier nombre de tantôt. Quand on a un nombre péadique, puis là, ça ressemble à ça. Puis là, après ça, on a A3, A2, A1, A0. Puis après ça, on peut le couper. Puis quand on le coupe à 3, comme ça s'annule, puis il reste ça, puis on pourrait l'appeler X3, ce nombre-là, qui est comme A2 fois P2, P à la 2, plus A1 fois P, plus A0. Là, pour chaque, ça fait que ça s'appelle comme X2, puis ça s'appelle X1, puis on continue de même. Après ça, on remarque que ça ici, c'est l'élément de Z sur ZP, que ça, ici, c'est l'élément de Z sur P2Z, et ainsi de suite. Puis, on a aussi une relation intéressante, c'est que c'est super facile de passer de ça à ça. Si tu fais juste pour passer de... J'ai misère avec mon tableau. Pour passer de Z sur P, J, Z... Attends, on va une belle petite flèche ronde. À Z sur P, I, Z. C'est juste l'inclusion standard. Là. C'est tu prends ça, tu fais juste mode P à la I. Parce qu'on sait que ça, comme là, plus formel, mais comme cet idéal-là est inclus dans cet idéal-là, parce que chaque machin-là, c'est un multiple d'un machin-là. Par exemple, tu prends I qui est égal à 1, J est égal à 2, ben comme
tous les nombres qui sont des multiples de P sont aussi comme des multiples... Non, je vais comprendre. Tous les multiples de P au carré sont aussi des multiples de P. Là. Fait qu'on peut renvoyer ça là-dedans, que tu le prends mode P à I. Quand I est plus petit que J. Puis là, ben, tu prends la collection de toutes ces modules-là. Puis de toutes ces flèches-là, puis là, ça s'appelle un système projectif. Puis c'est juste un détail technique pour nous permettre de l'écrire. Fait que si on se trace un peu la situation, nos nombres p-adiques, quand on les envoie dans nos espèces de chaînes de modules avec les inclusions qui les relient ensemble, on aurait comme une infinité, puis là, t'aurais genre... On va écrire P3, là, parce qu'il y a écrit le Z à chaque fois. Après ça, Z sur P2. Ouais, ok, faut que je sois consistant, on dirait. Z sur P. Ouais, ça va être là. Fait que, quand je prends un entier p-adique, puis là, je le mets dans cette chaîne-là, peu importe où est-ce que je le mets, il va toujours finir par s'écouler comme vers la droite, vers le dernier nombre, d'une manière comme triviale qu'on l'a vu. Fait que ça suggère qu'il y a comme un autre ensemble sous-jacent qui se passe. En gros, comme cet ensemble-là, il existe, là, puis là, on pourrait le prouver, comme si j'ai du temps à faire, je vais le faire, mais comme c'est beaucoup de détails techniques pour rien. Il y en a un autre qui s'appelle comme la limite de ceux-là. C'est comme si ça, c'était des suites de Cauchy de termes, de sommes partielles. Puis qu'il existe un ensemble qui est comme la limite de cette suite-là vers là-bas. Ça s'appelle la limite projective de ces modules-là selon l'inclusion. Fait que là, on pourrait le tracer ici. Ouais, on pourrait le tracer comme du monde. C'est ça, on appelle la limite projective. C'est juste un nom compliqué pour dire que c'est comme un peu on continue ce processus-là éternellement. Puis on sait que quand on prend un nombre, on peut tout de suite le couper à la fin, ou comme à la deuxième décimale, à la troisième décimale, etc., etc. Donc ça suggère qu'il existe des applications qui nous prennent de cet ensemble limite-là vers chacune des décimales, de telle sorte que quand on prenne, par exemple, vers la troisième décimale, qu'on revienne vers la deuxième, ça soit équivalent à aller directement vers la deuxième. Fait que ça suggère justement la propriété intéressante qu'on avait tantôt. Comme ça, on peut le voir, c'est juste... il faudrait que je sois plus technique un peu, mais comme... Ça, c'est un peu l'équivalent, genre, de prendre des suites. Ben, pas des suites, mais comme... Ouais, en gros, des suites, là, une infinité de termes de ces affaires comme ça, une infinité de sommes partielles. Mais c'est pas la même chose de suite, parce que je veux pas gâcher le punch, mais comme c'est la même chose, puis on va prouver tantôt que c'est la même chose. C'est pas la même chose tout de suite. Oh boy! C'est ça, exactement. Mais, ouais, j'en étais, ouais, c'est ça. Putain. Je sais plus ce que je m'en allais avec ça, là. Ouais, ok. Fait, en gros, ça, c'est juste prendre X ici, puis l'envoyer X mode P. Puis ça serait des suites de bidules. C'est pas encore des suites de Cauchy, mais comme... En gros, c'est un sous-ensemble du produit de tous les ensembles-là, parce que là, on le voit de manière plus technique dans l'épreuve, blablabla, mais comme... C'est le produit infini de tout ça, avec une relation spéciale. Fait qu'un élément de ça, ça pourrait être de la forme xi, élément de n. C'est pas une suite de Cauchy, c'est juste un machin. À date, là, c'est pas encore. Puis, ces projections-là, ça serait juste prendre comme le premier élément, le deuxième, troisième, quatrième. Fait que, quand tu prends le troisième élément, mode P à la 2, c'est le deuxième élément. En gros. Fait qu'on peut écrire ça de manière un peu plus technique. X à la I, ouais, est équivalent à X à la I plus 1. Voyons. Mode. Mode P à la I. Fait que c'est ça que ça montre. C'est que passer directement
au i plus unième, puis revenir en faisant mode P, c'est la même chose que prendre le yen directement. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x à la i plus 1, c'est égal à un certain nombre fois p à la i. Fait que là, mettons, appelons-le AI. Appelons-le AI moins 1. Parce que le truc, c'est qu'il faut que genre, le premier là, ce soit 0 là. Mais comme, c'est un détail, là. Ok, j'écris vraiment mal, là, c'est fou. I, P, I, plus X à la I. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est plus 1 ou un truc dans le genre. Mais... Ok, plus X à la I. Puis après ça, on peut montrer... Ouais, ça va. Si tu... On va mettre ici, non, mais plus 1, Ah non, mais ça, c'est normal parce que quand tu le prends mode pays, faut que lui, il s'annule. C'est juste que comme... Faut que je matche genre AI, et que genre X1, ça soit A0. Là. Fait que, dans ma tête, j'ajoute un plus 1. Là. Je sais pas si ça marche, mais comme... Plus 1 moins 1, là, c'est un détail. Puis en vrai, on peut, par le même principe, si on choisit ces entiers-là entre 0 et P-1, on peut montrer qu'à chaque fois qu'on coupe, ben, cette représentation-là est unique. Fait que là, on le soupçonne, ça se rapproche vers nos suites de Cauchy, parce que, comme on a vu tantôt, que nos belles suites de Cauchy, du moment que c'est de la forme comme ça converge. Fait qu'on soupçonne que tout va bien marcher, puis ça va converger. Puis là, on pourrait faire une preuve un peu plus osée. Fait que là, on va amener un gros mot là, qui s'appelle une propriété universelle. Fait que cet objet-là, il satisfait une propriété universelle. En gros, c'est comme une manière de définir des objets comme avec juste assez de généralité pour que ça soit utile, mais juste assez de critères pour que tu puisses travailler avec, que ça soit pas trop flou. Puis cet objet-là satisfait la propriété que... Ouais, je pense que je serais mieux de réécrire mes traits. Non, on n'aurait plus besoin de... Ouais, non, ok. Cet objet-là, il satisfait la propriété telle que du moment qu'on a Z sur PJ, puis après ça on a Z sur PI, si on a la limite ici, Z sur PN, on a des machins comme ça. Ça, du moment qu'on en a un autre ici, Y, que même si c'est pas les mêmes applications vers le bas, que je suis capable d'en trouver un, ben une famille d'applications comme ça. Puis là, on se rappelle, ces applications-là, c'est toutes des homomorphismes de modules. Genre, ça distribue sur l'addition, toute l'équipe, etc. Du moment que j'en ai une collection comme ça qui satisfait aussi le fait que passer de lui à lui, c'est la même chose que de là. Fait en gros, passer de lui à lui, c'est la même chose que direct. Il y en existe un autre comme ça, qui est un homomorphisme de module, puis qui est unique en plus. Ça, on peut le prouver. Là, je vais le faire à la fin si j'ai du temps, mais comme c'est vraiment technique, là, puis il faut comme avoir gossé là-dessus. Mais bref, faut juste que vous me croyez. S'il y en a un autre, genre, automatiquement, il existe comme une flèche entre les deux. Une application, un homomorphisme de module qui va d'un l'un à l'autre. Fait que là, ça voudrait montrer que nos deux définitions, les suites de Cauchy et la définition algébrique comme limite projective des anneaux qu'on avait, est équivalente. Ben, ça serait cool qu'on montre que les suites de Cauchy satisfont la même propriété. Fait que là, ça a plus de place. Est-ce que ça va à date ou il y a quelqu'un qui... Pas trop de questions. Fait que là, ouais, on va se garder
Suite de Cauchy, on va mettre ça QP. Suite de Cauchy sur Q, quotienté par... Voyons, j'écris vraiment mal. Q quotienté par la suite nulle. Après ça, on considère les entiers p-adiques, juste ceux qui n'ont pas de virgule. Alors, avant ça, on peut montrer un autre résultat, que c'est que... On a que si on considère 1 sur P, Z auquel on ajoute les puissances de 1 sur P, que ça, c'est dense dans ça. Alors, en gros, ça montre que on pourrait prendre ça, le compléter de la même manière avec la même norme, ça donnerait encore ça. Je sais pas si c'est clair, mais comme... En gros, la seule utilité de Q, c'est pour avoir des nombres à virgule. Fait que prenant Z, puis en ajoutant des nombres à virgule comme A base P. Fait que prenant Z, puis en ajoutant un nombre fini de nombres à virgule à droite, puis en refaisant le même processus, ça devrait donner la même chose. Fait que, logiquement, si on veut juste les entiers p-adiques, comme ça pourrait être juste les suites de Cauchy sur Z quotienté par la suite nulle. Ou est-ce que Z, en gros, ça serait comme notre Q en base P de tantôt auquel on aurait enlevé la virgule. Fait que là, on se rapproche de plus en plus de notre définition qu'on avait. Fait que là, on va juste faire un petit brainstorm de ce qu'on cherche pour montrer que... OK, bon, avant, je vais faire la petite preuve que du moment que j'ai un autre ensemble qui satisfait le diagramme qu'on avait tantôt, autrement dit, que quand j'ai, mettons qu'une famille de modules, mon ensemble, qu'on va appeler comme F de MI, un ensemble quelconque, qui s'envoie là-dessus de manière à ce qu'il soit compatible avec les petites flèches qu'on avait dessinées, qu'envoyer au I plus 1 puis revenir en arrière, ce soit la même chose qu'aller directement au IM. Mais pour chaque autre module qui a d'autres applications aussi qui sont compatibles avec la même relation, aller au I plus énième, blablabla. Ben on veut qu'il en existe un comme ça. Du moment qu'on a ça, à chaque fois qu'on a c'est une suite de modules comme ça, on peut trouver cette paire-là, que ça c'est comme une famille de flèches comme ça, telle que pour chaque autre famille de flèches comme ça qui sont compatibles, il en existe une unique qui factorise le diagramme. Autrement dit, que UI c'est égal à, appelons-la F, c'est égal à FI rond F. Du moment qu'on a ça, on est capable de montrer que cet objet-là, c'est isomorphe à la limite projective de module. Pour la simple raison que c'est un petit truc, mais c'est vraiment cool. Ça, c'est pour tous les modules dotés d'applications qui marchent. En particulier, on aurait la limite projective de tantôt, MI, avec nos applications qu'on aurait pu appeler PI, qui sont déjà compatibles. Fait qu'on sait qu'il en existe un comme ça. Mais on sait aussi que... je vais essayer de le faire ici. Ouais, ok, non. Je suis comme parti croche, là, mais... On sait ici que la limite, elle aussi, satisfait la même propriété, parce que comme... c'est de là qu'elle vient, là. Puis que ça en a un autre qui satisfait aussi la propriété. Fait que, il existe des flèches comme ça, puis il existe des flèches comme ça. Après ça, on se rend compte d'un truc magique. On a une grande flèche, mettons, appelons la G. On a une grande flèche, on va... Attends. Ça, c'est la même chose que voir puis I, lim, puis là, on va dire puis I, lim, G rond F. Ce que ça montre, c'est qu'il existe une flèche qui s'appelle G rond F, qui est la même chose que l'identité. Autrement dit, que pi I est égal à pi I rond G
Bon, F. Ça, ce que ça montre, c'est que F, en fait, c'est un isomorphisme entre les deux parce qu'il est inversible à gauche et à droite, en retwistant ça vers l'extérieur, en faisant le même processus. Fait qu'on vient de montrer qu'à chaque fois qu'on a des objets qui satisfont la même construction, ils sont nécessairement isomorphiques. Puis en plus, ils sont nécessairement isomorphes, puis en plus, leur paire d'applications diffère à une composition près. Fait que là, avec ça en tête, on aimerait que nos suites de Cauchy, eux aussi, respectent la même condition. Fait que bon, regardons. Il me reste combien de temps, hein? Avec ça? C'est flou la vie. C'est flou la vie, ok. Ouais, je pense que je fais ça, puis après ça, c'est pas le tout, hein. Ok, on a notre Z sur ZP à la I de tantôt. Puis là, par un petit résultat magique, là, comme faut pas trop stresser avec ça, là, comme c'est vrai, on peut le montrer. C'est la même chose que prendre ZP quotienté par les idéaux de lui-même comme multiple genre P à la N. C'est vraiment pas écrit clair. C'est la même chose, on peut le prouver, c'est vraiment pas dur, ça sert juste à ce que l'argument soit vraiment bien construit. Là, on sait qu'on a une flèche de nos entiers p-adiques qui est définie comme des suites de Cauchy. De ça vers ça, c'est pas dur, c'est que tu prends le quotient de P à la N. Fait que, puisque c'est isomorphe, on a une flèche comme ça, qui est compatible, c'est pas dur à vérifier, avec le système projectif qu'on avait. Le fait qu'aller au I plus unième, c'est la même chose qu'aller au... C'est la même chose que faire mode P, puis... Ouais, ben comme... Je me suis embourbé, mais comme la même relation que tantôt. Ce qu'on voudrait, c'est que du moment qu'on ait une autre famille, un autre ensemble, un autre module ici, avec une famille d'applications qui soit compatible de la même manière. Mettons, puis chapeau I. Il en existe une unique qui soit comme ça. Fait que là, notre but, c'est de trouver une unique application comme ça. Fait que là, bon, là, c'est le truc un peu chiant, là, genre, je pense ça hier soir, ça marche, là. J'ai vérifié. C'est que, par une autre propriété justement, si on se resserre de notre limite de tantôt, on sait que ça se factorise uniquement comme ça. Par les pi qu'on avait. C'est comme c'est la définition. C'est du moment qu'on a un autre module avec d'autres flèches qui sont compatibles, nécessairement on a une unique flèche comme ça qui la factorise. Donc là on se rapproche. Il nous manque juste d'en trouver une comme ça qui se rend là. Mais là ça c'est vraiment simple. C'est comme l'inclusion assez triviale qui prend une suite xi. C'est pas une suite, mais comme c'est un paquet de termes, comme qui prend un produit infini de termes, ben pas un produit infini, mais c'est une suite, là, mais c'est pas une suite de Cauchy. Il prend une suite de termes, puis il l'envoie directement vers sa suite de termes, mais comme en prenant en compte la relation d'équivalence avec l'affaire avec les suites nulles. Le fait que comme t'envoies une suite nulle, ben ça. C'est comme si tu faisais mode P, là, genre tu prends les classes d'équivalence de cette suite-là. Puis là, cette application-là est unique pour la bonne raison que, imaginons qu'on en ait une deuxième, ça, ce soit F, c'est ça qu'on ait, je sais pas, GF écrit quelque part, non, ça marche. Qu'on en ait une autre, G, puis là, ça soit comme G de XI. Ok, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Là, il faudrait montrer que pour chaque suite comme élément
lim, blablabla. F, qui est juste comme l'inclusion triviale de cette suite-là, soit égal à notre autre fonction. Puis là, après ça, on aurait montré l'unicité, puis on aurait gagné, parce que automatiquement, l'isomorphisme des gars. Ah, y a-t-il des questions? Ouais. Okay. Fait que là, on essaie de montrer ça. Okay. Je check un petit détail. Okay. J'aurais pas dû l'effacer. Merde. Ok, j'ai réécrit juste une partie. C'est que on avait comme des flèches bizarres, un paquet de flèches fuckées, puis on avait la limite ici. Ça, nous autres, on voulait montrer que ça, c'est unique. Vers quoi? Vers nos suites de Cauchy. Comme ça. On va juste se concentrer sur cette partie-là. Si on sait déjà que notre flèche satisfait ça. Autrement dit que penser de tout ça, ben ça, on sait pas, on peut le prouver, puis comme ça se fait facile. Que faire ça, comme ça, c'est la même chose qu'aller directement. Autrement dit, on prend de notre suite qui est pas de Cauchy, on prend la IM somme partielle, ça serait la même affaire que de prendre la version suite de Cauchy, puis prendre la IM somme partielle. Okay? Fait que, en gros, on n'a pas cette relation-là, mais on a que ça c'est pi chapeau i, ça c'est pi i. On a que pi chapeau i de f xi. Tu trouves parenthèse? Non, ça roule. C'est la même chose que g de si, comme ça. Parce que les deux satisfont le même petit diagramme. Autrement dit, ça, ce que ça montre, c'est que pour le IM terme et tout ce qui est avant le IM terme, genre vers la droite, c'est la même chose, genre, c'est égal. Autrement dit, on a des affaires qui changent. Alors ça, à partir du IM, comme ça c'est F, ça c'est G. À partir du IM, les deux sont constants. C'est la même chose. Autrement dit, que si on prend la valeur absolue p-adique de la différence des deux, ça devrait donner un terme constant qu'on peut faire tendre vers 0 quand i va grandir, parce que ça on peut le vérifier aussi que vu que les deux applications satisfont le fait que sauter de 1 c'est la même chose que couper puis revenir en arrière, ben, c'est plutôt partir en arrière, partir plus loin, c'est la même chose que couper puis revenir. Comme, on est capable de grossir notre barre à chaque fois pour arriver au fait que FI, non, c'est pas FI, trop d'indices, F de XI moins G de XI en p-adique, ça tend vers 0. Autrement dit que les deux sont égales. Donc, il est unique. Donc, les deux constructions sont isomorphiques. Donc, c'est pas le tout. Hein. Ouais.